L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On revient pour un nouvel épisode et comme je vous ai dit il y a quelques mois maintenant, je voulais apporter 2-3 nouvelles variétés aux épisodes. Et aujourd'hui, je me suis dit c'est important quand même qu'on parle un peu d'éducation financière, qu'on parle de finances. Et là, je viens pas vous vendre des formations d'influenceurs de Dubaï, mais plutôt discuter, et j'ai donc un invité que je vais tout de suite présenter, mais discuter de l'éducation financière, qu'est-ce qu'on peut faire facilement, pourquoi en fait c'est important de s'intéresser un minimum sur ce sujet. Mais tout d'abord, je vais présenter mon invité. Hamza, comment tu vas ? What's up, Abi? Ça va bien et toi, mon ami? Ça va très très bien. Merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Comme j'ai dit, on va faire le tour un peu de l'éducation financière, des finances, des économies, des investissements, tout ça, de manière très légère. Le but, c'est pas non plus qu'on vienne donner une formation, mais juste deux personnes qui ont grandi en Suisse et qui viennent parler un peu de ce milieu-là. Et peut-être pour démarrer, en quelques mots, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais dans la vie pour que les gens y comprennent aussi ? Ok, alors moi je suis mathématicien de formation et dans la vie je suis responsable du trading dans une boutique qui s'appelle Spartan Strategies à Zurich. Ok. Donc j'ai une équipe de traders, de chercheurs, et puis on travaille avec des avoirs des clients et nos propres avoirs. Donc, Ok, et tu as fait tes études ici en Suisse ? j'ai fait mes études à Lausanne en Suisse, ouais. Ok, magnifique, mathématicien, c'est fou. Et tu viens d'un milieu où il y avait déjà, parce qu'après on va parler d'éducation financière comme j'ai dit, mais toi tu viens d'un milieu où il y avait déjà une conscience sur l'éducation financière, et si ce n'était pas le cas, comment est-ce que tu t'es intéressé à ça ? Alors franchement, je viens pas du tout de ce milieu, je vais être clair avec toi. Nous on est arrivé en Suisse d'Algérie quand j'étais tout jeune. Mes parents ont des formations universitaires, mais très éloignés de la finance et autres. Et pour te dire, ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient acheter une maison avec leur deuxième pilier jusqu'à ce qu'ils aient 15 ans passés en Suisse. Ah ouais. Donc, comment je suis rentré là-dedans ? Principalement de la curiosité. Mhm. Une âme curieuse. J'étais tombé sur un film intéressant qui s'appelait le Big Short à l'époque. Ah oui. Donc ça, tu regardes une première fois le film, tu comprends rien en jargon, tu comprends rien à rien. Moi j'ai dû le regarder 2 fois, je crois. Je pense une dizaine pour ma part, je te dis très sincèrement, parce que j'y comprenais rien, mais je voyais un peu cette malice, je voyais un peu ce jeu que je trouvais intéressant, tant dans le gain et tant dans la perte aussi, parce que c'est vrai. Ils sont quand même posés pas mal sur la table pour un pari, et de là, il y a tout qui est parti, je pense. Ok. Alors, là, tu viens de nous raconter comment tu as commencé à t'intéresser à la finance, mais concrètement parlant, parce que bien sûr, regarder Big Short, lire les finances pour les nuls, etc. Mais c'est quoi le premier move peut-être que tu as fait de ton côté parce qu'il y a la théorie, mais après il y a la pratique, tu vois. Ouais. Tu peux maîtriser tout le truc, mais tu te fais ton compte Invest Broker ou Swissquote, ou je sais pas, tu arrives sur la plateforme, en vrai de vrai, c'est compliqué. Ouais, c'est très difficile, ouais. Donc tu commences comment de ton côté ? Alors, pour tout te dire, j'ai pas commencé par la voie traditionnelle, j'ai commencé par la voie crypto. Ouais. Donc, c'était à l'époque où j'étudiais encore à l'EPFL, il y avait plein de geeks autour de moi, et puis lors d'une discussion avec une équipe de geeks qui était très sympa, la discussion Bitcoin est posée sur la table, et puis c'était une époque où moi je faisais rentrer un revenu très 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 léger, quelques centaines de francs, mais voilà, de fil en aiguille, et curiosité, comment on peut acheter ça. On me parlait d'eBay, pour te dire. Ça se vendait sur eBay. Incroyable. Sur Warcraft aussi. Je croyais que je devais acheter le jeu. Mais j'ai trouvé d'autres astuces. Et puis, ma première transaction, ça a été du Bitcoin. Et ma deuxième de l'Ether. Pas grand-chose, mais assez pour être un peu content, je veux dire. Ok.
Puis après ça t'a poussé à t'intéresser à d'autres milieux, comme le milieu simplement de la bourse ou d'autres moyens d'investir. Exactement, parce que quand tu achètes de la crypto, c'est les montagnes russes. Ouais. Tu vois, un jour, tu gagnes 1000 francs, tu perds 980 le jour d'après. Ouais, non, il faut avoir le cœur solide avec la crypto. C'était délicat. Et puis, je pense que aussi avec le parcours académique, voilà, on grandit avec l'âge. Et puis, ça a commencé à parler d'actions, ça parlait d'obligations, de fonds de placement avec les collègues qui faisaient HEC. Et ça a ouvert toute la curiosité. Et puis, de là, j'ai commencé à regarder un peu plus par moi-même, pour moi-même surtout, pas pour les autres. Et j'ai ouvert le premier compte, c'était chez Degiro. Ok, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, Fat Platform. Ouais. Et de là, c'est parti. Mais ensuite, ça reste voilà. Learning process, tout le temps, j'ai l'impression. Tout le temps. C'est difficile parce que c'est très dur d'être aiguillé. Quand tu cherches des ouvrages, tu as 600 pages pour un truc que tu veux savoir. C'est difficile. Donc, je pense que je suis plus de la partie on y va direct en pratique, on essaie d'ouvrir quelque chose, de comprendre comment ça marche. Et de là, ensuite, on continue à faire évoluer les choses. Ok. Et pour quelqu'un qui... Alors, tu n'as pas forcément étudié la finance à proprement dit, parce que tu as dit que tu étais mathématicien. Maintenant, tu travailles bien sûr dans le monde de la finance, ce qui est beaucoup plus spécifique. Mais pour toi, ce serait quoi les premiers pas pour acquérir un semblant d'éducation financière En fait, toi, tu as démarré parce qu'aussi, tu avais des gens... aussi, alors pas forcément parce que tu avais des gens autour de toi. Bon, là, dans ton exemple, tu as parlé des personnes qui te parlaient de Bitcoin, etc. à l'époque, puis après, ça ouvre une porte. Mais quelqu'un aujourd'hui qui a jamais eu d'éducation financière, qui n'a jamais pensé à tout ça, tu conseillerais de commencer par quoi ? Par Big Short ou quoi? Commencer par le film? Non, alors franchement, c'est une très bonne question, mais je pense qu'il faut un peu la découper tout d'abord, parce que quand on parle d'éducation financière, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est trading, multimillion stuffs. Et ça, c'est pas la réalité des choses. L'éducation financière, je pense qu'avant tout, c'est prendre conscience de ce que c'est l'argent et de qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, c'est un premier process. C'est-à-dire, OK, j'ai 1000 francs, je veux gagner 100 francs de plus. Comment je peux faire? T'en as certains qui ont une âme entrepreneuriale, qui vont créer des entreprises et vont essayer de faire quelque chose et revendre, mais tu en as d'autres qui, en passant par l'éducation financière, vont apprendre à tout simplement utiliser cet argent. Et je pense que le mieux, c'est de ne pas y aller dans un but de devenir milliardaire dans les 5 premières années. Il faut y aller, je pense, y aller avec un peu d'humilité. Mais ce que je conseillerais tout simplement, c'est d'essayer déjà de comprendre qu'est-ce que c'est les marchés. Qu'est-ce que c'est un marché? Qu'est-ce que c'est une action? Qu'est-ce que c'est une obligation? Qu'est-ce que c'est une matière première? Comprendre la base de la base, qui est simplement de l'offre et de la demande. Le marché, ce n'est rien d'autre que du commerce en soi, Abi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est la même chose qu'aller acheter. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est comme aller, je dirais pas chez Denner, mais plus dans un marché populaire. Et puis un jour, la tomate, elle est à 1 franc 10 et peut-être que le lendemain, elle est à 1 franc 20. Mais c'est exactement ça. Les gens qui ont créé le marché en soi, c'est de l'époque babylonienne, mais très ancienne, où les gens n'avaient pas d'éducation. Donc au final, peu importe ce que tu veux acheter, ce que tu veux vendre, si tu veux spéculer, ça revient de l'offre et de la demande. Et de là, on peut, tu vois, déjà penser à des choses assez simples. OK, pourquoi le pétrole monterait? Est-ce que c'est à cause de l'offre? Est-ce que c'est à cause de la demande? Puis de ces petites questions, il y a un contexte qui va être créé. Et je pense qu'on a tendance à directement aller chercher la complexité du contexte plutôt que de s'intéresser à la simplicité du produit. C'est la même chose pour une entreprise, une action. C'est la même chose pour une obligation. Ça reste que de l'offre et que de la demande, peu importe ce qu'on fait. C'est vrai. Mais c'est vrai que, et je te pose cette question aussi parce que je trouve que depuis environ le Covid, je dirais 2020, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur Internet qui ont débarqué, des formations de copy trading, les influenceurs qui donnaient des codes promo pour des plateformes. Et ça m'a fait vraiment peur, tu vois, quand j'ai vu tout ça, parce que je me disais, mais attends, comment ça, on va aller sur des plateformes, faire des trucs dont on ne comprend pas et espérer qu'on va gagner de l'argent, tu vois. Mais c'est exactement, franchement, je pense que tu as tapé dans le mille. C'est exactement la période où on a vu le trading partir à la mode à cause du Covid et des gens qui avaient, je pense, peur de perdre leur boulot.
Ouais, de ouf. Qui make sense. Et puis ensuite, qui disait comment gagner de l'argent facilement. En parallèle, tu as la crypto qui explose. Donc, tu vois, c'est un peu en fait dommage d'en arriver là parce que ça montre que les gens s'intéressent à l'argent avec une éthique, tu vois, qui est généralement mauvaise. Mais pour en revenir à ça, tu vois, il y a un truc qui est hyper cool de nos jours qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est l'accès au marché. C'est vrai. Cet accès au marché, moi, je pense qu'il a été néfaste, tu vois, avec ces influenceurs, parce que ces influenceurs-là, c'est la vitrine de tout le monde, surtout en plein Covid, tu vois, avec les réseaux sociaux qui ont déjà explosé. Ah ouais, de ouf. Donc, ces plateformes qui veulent se faire plus et plus et plus d'argent, ils ont utilisé ça. Maintenant, à nouveau, imagine, je te pose la question de toi à moi. Ouais. Moi, j'arrive, je te dis, écoute, tu trades mon signal, tu gagnes 1 million. Bah ouais. Facile, tu poses 10 000 balles, tu gagnes 1 million, je te promets du vent. Est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à faire un fonds tout seul et à ce qu'on me donne de l'argent et que je le gère sans le donner à personne? Ouais, bah ouais. Franchement, si tu réfléchis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si tu réfléchis vraiment, à quoi bon sert d'offrir des signaux à 10 000 personnes qui ont peut-être payé 1 balle par mois alors que tu peux prendre, je sais pas, 10 millions sous gestion. Si tu performes vraiment, ben, tu feras 10 millions dans l'année et tu en toucheras 2 pour toi. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu penses. Franchement. Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi, alors là on peut aller très très loin, mais on est aussi dans une époque où il y a la perversion qui est à son maximum sur tout type de business, tu vois ce que je veux dire. On a vu ça avec le e-commerce aussi, on le voit aujourd'hui encore et de façon assez drôle sur les réseaux avec Temu où tu penses que tu as commandé une paire de gants et puis c'est une paire de gants pour enfants de moins de 1 an. Ouais. Donc il y a un peu de la malhonnêteté qui s'est infusée un peu dans toutes ces choses, mais je pense aussi que ça a eu un très mauvais impact sur l'aspect sur la vision que les gens avaient de toutes ces choses, de l'investissement, et je parle pas forcément d'acheter un appartement et d'envoyer 100K sur une action Tesla, mais plus de ok, j'encaisse tant par mois, je dois mettre tant en économie, mais est-ce que laisser ça en économie c'est vraiment le bon choix? Et c'est ce moment-là, je trouve, qui est très difficile. Et je pense, n'hésitez pas à vous manifester, mais je pense que c'est ça la difficulté des gens. C'est une fois que j'ai mon argent et que j'ai mes économies, on nous a appris, en tout cas nous qui venons de classe ouvrière, qu'il fallait économiser si jamais. Mais en fait, la retraite, elle n'est pas assurée. Les contributions sociales qu'on fait ne sont pas assez grandes. Donc, en fait, il y a presque une obligation à le faire, mais on apprend ça de nulle part. Moi personnellement par exemple j'ai appris ça à l'école aussi, j'ai eu de la chance, je me suis informé, c'est comme toi, dès que tu ouvres une porte, après tu t'intéresses un peu plus et puis tu vas lire et puis après tu rencontres des gens aussi qui ont cet intérêt quoi. Mais bon, on s'éloigne un peu de tout ça, mais ça me pousse à te poser la prochaine question qui est pourquoi est-ce que tu penses que c'est essentiel aujourd'hui, tu vois, d'avoir une bonne éducation ou alors une bonne sensibilité à tous les enjeux financiers qu'on a avec notre salaire, même si on n'a pas l'intention de devenir trader par exemple, tu vois. Parce que c'est ça le but aussi de cet épisode, c'est de peut-être donner des clés à des gens sans leur dire mais vous devez devenir trader si vous voulez vraiment faire de l'argent quoi. Enfin, moi, je citerai beaucoup de raisons et je pense qu'il faut aussi comprendre un peu comment le système marche. Tu vois. Si on rappelle... En tout cas, le système suisse. Voilà, le système suisse, ou même le système, je veux dire, en général. Le fait d'avoir le contrôle de ses finances, de son argent, que ce soit en placement dans ton compte bancaire ou whatever, ça te permet d'être libre avec du liquide. Ouais. D'accord. Et cette liberté te permet déjà de sortir quand les choses vont mal. Imagine qu'on ait une crise économique comme on a eu en 2008. Ouais. On a toujours des crises économiques qui sont de plus en plus violentes. Ouais. Tu vois, il se passe de plus en plus de choses. La mondialisation économique implique qu'un événement en Chine aura un impact peut-être sur l'économie ici. Tu vois, c'est un risque qui est énorme pour tous les avoirs que tu peux avoir. Ouais. Quand tu es dans une banque, en soi, et que tu as de l'argent qui reste là, en termes de sécurité, c'est top parce que tu mitiges ton risque. Mais en soi, si la banque disparaît, on a Crédit Suisse. Ouais. Crédit Suisse a existé combien de temps? Bien sûr, ça a été sauvé par la Confédération parce que too big to fail.
Mais si quelque chose tombe, Ouais. Lehman Brothers c'est tombé. Ouais, c'est Donc, vrai. être capable juste de gérer ses flux. Ok, je vais envoyer de l'argent de là à là. Ah, là, je sens que c'est chaud. Juste être capable de gérer ses mouvements de flux, d'avoir plusieurs zones de sortie, c'est vraiment une mitigation du risque sur nos avoirs qui est énorme. Ouais. Et moi, je pense sincèrement que le problème de l'éducation financière au sens général, c'est elle est hyper dramatisée. On te l'impose avec violence généralement. Mhm. Mets de l'argent de côté, sinon ça va pas marcher. Mhm. N'investis pas ton argent s'il y a du risque. On enlève tout le risque, d'accord, pour que les gens de la classe moyenne ou des classes qui sont peut-être moins informées, tu vois, sans en généraliser aucune, ne prennent pas de conscience qu'ils peuvent faire beaucoup plus d'argent que ce qu'on leur propose. Et je vais te donner un exemple. Un bon exemple, c'est les conseillers financiers ou les troisième piliers. Mhm. Si toi, moi je suis une assurance, je te propose un troisième pilier, je te dis en gros, je vais te donner 4% de ce que tu mets chez moi chaque année. Tu Mhm. mets 6 000 balles, moi je te donne 4%. Mais ce 4%-là, ben, c'est le montant minimum qu'il gagne sur le long terme. Mhm. C'est ça qu'il faut comprendre. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet argent à la place de le mettre chez ce troisième pilier, tu te dis juste, ok, ce troisième pilier, il est investi où? Tu vas chercher de ton côté, est-ce que tu peux acheter ça chez Swissquote ou peu importe la plateforme que tu utilises, ben les années où elle te paiera 4% et le marché aura fait 38%, ben toi, tout seul, tu feras ton 38%. Mhm. Et c'est ça la réalité. C'est que tu peux outperformer toutes les propositions sociales qu'on te propose par toi-même sans effort en soi. Ouais, c'est vrai. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter des indices, ils vont suivre les bourses, les économies, et c'est tout. Ouais. Crois-moi qu'un gestionnaire de fonds de pension qui a 100 milliards d'avoirs, il ne va pas se casser la tête à 500 millions là de retraite, je vais les mettre ici, 500 millions là. Ils ont des pots énormes, ils doivent gérer des flux énormes, Ouais. et par conséquent, c'est bucketé de telle sorte à ce que juste le risque, tu sais, les rentes soient payées en temps voulu et les nouveaux arrivages d'argent continuent à nourrir l'arrivage entrant. Mhm. Et c'est tout. Donc, ça permet d'outperformer, ça permet d'avoir accès aux performances que les économies proposent. Et les économies, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'hypothèse en tout cas que j'émets, c'est qu'elles vont continuer de grossir, elles vont continuer de se développer pour la simple et bonne raison que la croissance de la population ne s'arrête pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment dans le virement bancaire que tu fais à ton assurance, ben, tu peux juste le faire tout seul sur ton compte, quoi. Après, je comprends certaines personnes qui le font comme ça parce que ils n'ont pas l'envie ou l'énergie, etc. Mais c'est vrai que si on a un minimum d'intérêt et on se posait la question de comment faire, ben, c'est vraiment une clé de regarder ce qu'on vous offre et d'aller et d'investir dans le même fonds de pension parce que... Aussi simplement que Ouais, ça. exactement. Ça veut dire le fonds de pension, il te dit, ok, j'ai 50% S&P 500, donc les marchés américains, tu vois, les 500 plus grosses capitalisations américaines. J'ai un peu de marché suisse et tu peux savoir exactement ce qu'ils ont. Ouais. Donc, toi, même si ce machin-là chez eux il fait 26%, tu seras payé 4. Ouais. Alors que si tu prends 26 tout seul, ben, les impôts que tu récupères en étant chez eux, ben, tu les as gagnés en gain. Ah ouais, bah, enfin, pour ceux qui ne savent pas, parce que là on a un peu parlé de façon fluide, mais un fonds de pension c'est quelque chose d'assez simple, c'est comme un gros sac où il y a différents groupes, différentes entreprises et on investit dans ces entreprises et selon les résultats du marché, eh ben, on a des gains ou éventuellement des pertes, mais c'est souvent des risques qui sont très maîtrisés. Exactement. Donc il y a entreprise, mais aussi, voilà, ils mitigent le risque exactement. pour protéger les retraites et puis là, les exactement. avoir un maximum. Et ça, vous pouvez retrouver assez facilement. Hein, si vous tapez fonds de pension sur Internet et puis vous tapez les fonds de pension suisses, Ouais. Honnêtement, dès le moment où vous faites un compte sur une plateforme, par exemple, si vous voulez investir en Suisse, comme Swissquote, ou je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont possibles en Suisse, mais en tout cas, moi, je ne connais pas. Ouais, c'est pas Interactive Broker, Swissquote, Ah ouais, Interactive Broker. Giro, Exactement. En Suisse, on est assez libre. Ouais. Pas en France, il me semble. Ben, du coup, vous faites juste votre inscription sur ce genre de site. Ça vous demande pas mal d'informations et des copies de vos cartes d'identité, etc. Et puis, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous recherchez et puis vous pouvez voir les graphes de votre fonds de pension pour comprendre comment ça évolue. Et ça, franchement, moi, je trouve que le fonds de pension, et j'en ai parlé plusieurs fois avec mes cousines quand elles me demandaient « mais qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ?» Je trouve que le fonds de pension, c'est la bonne entrée.
Honnêtement, ouais. Personnellement, hein. Après, je trouve que c'est la bonne entrée. On peut mitiger, enfin, on peut gérer le risque en choisissant le fonds de pension selon les éléments du fonds de pension. Est-ce qu'il y a beaucoup d'actions? Est-ce que c'est des choses qui sont très maîtrisées? Donc, c'est ce que j'ai toujours conseillé à mes cousines en tout cas. Oh, c'est un bon plan, ouais. Et du coup, pour les gens qui... Parce que là, on a parlé de 2-3 pistes, tu vois. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à investir par peur de perdre de l'argent? Ben, je pense qu'il doit vraiment... je pense que je comprends en soi, excuse-moi d'avoir un peu bégayé, mais je comprends en soi qu'ils hésitent parce que ça fait peur de mettre 10 000 francs, d'en perdre 5 000, c'est normal, tu vois, c'est de l'argent. Mais at some point, il faut comprendre que il y a un dicton qui le résume très bien, c'est no free lunch. Ouais. On ne mange pas gratuitement. C'est et vrai. Puis, pour pouvoir espérer gagner un peu plus d'argent, c'est qu'avec le risque qu'ils pourront payer. Donc, c'est aussi quelque chose à un peu accepter, mais chacun a son profil de risque. Moi, je te dis honnêtement, je peux mettre peut-être 50% de ce que j'ai dans de la crypto. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas placer plus de 2% parce que c'est trop volatile. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut respecter. Néanmoins, pour chaque profil de risque, ils auront toujours des outils d'investissement disponibles. Quelqu'un qui ne veut pas prendre de risque, très simplement. Toi, tu ne veux pas prendre de risque, tu veux juste toucher mieux que ton compte d'épargne. Tu vois, les comptes d'épargne en Suisse, c'est ridicule. C'est 0 point je ne sais pas combien. Exactement. Tu vois, l'inflation, elle te fait perdre de l'argent chaque année. Je veux dire, ça ne sert à rien. Alors que peut-être trouver des obligations. Tu sais ce que c'est une obligation? Une obligation, c'est juste, je ne sais pas, une entreprise, un gouvernement qui dit « Ok, prêtez-moi de l'argent et je vous rends avec tel intérêt. » D'accord. Pour les musulmans, c'est haram d'après eux, mais pour d'autres, voilà, je préfère préciser. Là, automatiquement, ils prennent un intérêt qui sera supérieur. Et le seul boulot qu'ils ont à faire dans ce type d'investissement, c'est de s'assurer que la personne en face, l'entité en face, leur rend de l'argent. Si tu prends une obligation des États-Unis, du gouvernement des États-Unis, ça a moins de chances de faire faillite qu'une société, tu vois, qui vend des merguez à Tombouctou. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je pense que pour tout profil, il y a des solutions, mais je pense que sur les solutions qui seront proposées, que ce soit par l'intermédiaire d'un conseiller financier ou autre, doivent quand même être challengées par la personne. C'est ça, je pense. Ça, c'est un très bon message que tu passes là. C'est que souvent, on a tous sûrement fait cette erreur de boire les paroles de notre conseiller financier ou conseiller en assurance, etc. Et certaines fois, je comprends que c'est compliqué, mais c'est important de challenger. Juste pour poser la question, pour vérifier, voir autour de vous si des gens peuvent vous donner un avis, parce qu'on ne dit pas que à chaque fois ils profitent, mais des fois juste il y a peut-être d'autres options en fait. C'est exactement c'est pas on n'est pas en train de dire que c'est des escrocs, pas du tout, mais il y a peut-être des fois des options que vous pouvez gérer vous-même et qui peuvent vous rapporter beaucoup plus en fait. Exactement. Si vous avez l'impression que c'est un escroc, il y a une question, je veux dire, qui fait mouche tout de suite, c'est combien d'argent vous avez gagné, vous, monsieur le conseiller? Quelles sont les performances des placements que vous me conseillez, étant donné que voilà, vous y connaissez. Après, je pense que c'est vraiment ça aussi l'important, et comme tu l'as résumé, c'est de s'informer, de vraiment s'informer. Où je vais investir? Qu'est-ce que mon argent va faire? Comment je vais gagner de l'argent? Parce que si tu achètes du Tesla, Amazon, Nvidia, tu ne vas pas gagner de la même chose ton argent que si tu changes en dollars. Tu comprends? Et juste avoir cette sensibilité. Pas nécessairement technique, mais ok. Là, je pense que le franc suisse va baisser si j'investis en dollars. Tu vois? De manière très simple, ça permet déjà de rationaliser et de se réconforter aussi par rapport à l'argent qu'on met. Et maintenant, là, disons, aujourd'hui, on est le 2 octobre, donc ton cousin John de Bumplitz, il t'appelle et puis il te dit, écoute, Hamza, moi, ça fait quelques années que je travaille, j'ai mis 10 000 francs de côté dans mon compte d'épargne. Et puis, voilà, je sais que ce serait plus intelligent de l'investir. Qu'est-ce que tu dirais à John, qui a un prénom d'emprunt, évidemment? John. Enfin, c'est pas un prénom d'emprunt, c'est un... Pardon, tout est fictif, c'est ça que je voulais dire. Non, c'est la partie kabyle de la famille. Exact. Je lui dirais bravo.
Ouais. Pour commencer, non, mais là, si tu veux savoir comment je conseillerais le truc, on part du principe que le mec veut prendre du risque. Ouais. On part de ce principe-là. Ouais. Bah là, si on regarde économiquement, on voit qu'il y a l'inflation qui diminue. D'accord ? Donc l'inflation qui diminue dit, pour les connaisseurs, des taux d'intérêt plus bas. Des taux d'intérêt plus bas signifie que l'argent coûte beaucoup moins cher et du coup que les entreprises vont beaucoup plus développer. Par conséquent, automatiquement, acheter des actions d'entreprises qui sont performantes sur ces dernières années, post-Covid, etc. Je pense que ça peut être un bon plan. Ensuite, je conseillerais à tous les adeptes de crypto-monnaie de percevoir aussi quelques opportunités, étant donné qu'on est quand même dans une économie qui se relance. Ouais. L'économie qui se relance dit que les actifs risqués, tu vois, généralement, ils appellent les investisseurs, et potentiellement des crypto-monnaies comme l'Ethereum, qui est très bas actuellement, ou le Solana. Je t'avoue que j'y crois pas mal. Ouais. Ça peut être intéressant. Et ensuite, pour ceux qui veulent garder leur argent en sécurité, restez en francs suisses. En francs suisses. Ne mettez pas en dollars, ne mettez pas en euros. Restez en francs suisses. Et de manière très simple, avec un portefeuille pareil, on espère faire plus 15% l'année prochaine. Ouais. Et pour quelqu'un qui ne prend pas de risque, je pense qu'on l'a déjà évoqué, c'est donc acheter des obligations, de regarder des fonds de pension suisses, par exemple, qui ont des bons résultats et qui ont des produits, je dirais, stables. Ouais. Et je pense que ça, vous pourrez vraiment facilement tout trouver sur Internet. Je crois même que, une fois encore, c'est pas sponsorisé, mais je pense que le site de Swissquote doit bien expliquer les choses. Aujourd'hui, les plateformes font même des petites vidéos explicatives, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, mais je pense que c'est vrai que le premier pas... Je peux te poser une question ? Vas-y. Si c'était ton cousin Kaiser, non fictif, qui à toi te demanderait comment investir 10 000 francs, tu lui répondrais quoi ? En fait, moi, ce que j'ai... je vais te parler vraiment de situations que j'ai eues avec mes cousines qui sont venues me voir une fois, puis qui m'ont dit, ok, voilà, on a un job maintenant, on travaille, on paye notre loyer, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ça ? Et en fait, moi, je leur ai très vite dit que la première chose, selon moi, c'était de maîtriser ton entrée d'argent. Okay. Et quand je dis ça, je parle uniquement de salaire, ou alors je ne sais pas si vous avez d'autres revenus d'appartement, ou je ne sais pas, des rentes, mais d'être au contrôle de ce qui rentre. Et être au contrôle de ce qui rentre, c'est être au contrôle de ce qui sort par défaut. Et donc, de pas forcément effectuer un budget. Moi, je ne fonctionne pas sur budget, mais je sais plus ou moins ce qui rentre et ce qui sort. Et puis, du coup, ça me donne une vision claire des moves que je peux faire. Et donc, moi, je leur disais, écoute, essaye d'évaluer sur ces 2-3 prochains mois combien tu arrives à mettre de côté pour ensuite établir un montant que tu vas régulièrement investir, ou alors juste économiser d'une manière ou d'une autre. Et puis à partir de là, moi, j'ai conseillé de regarder différents fonds de placement que j'avais regardé avec mon frère aussi, qui s'y connaît bien. On a regardé des fonds de pension qui avaient qui évoluaient bien, mais qui étaient sans grand risque. Et ensuite, alors je ne sais pas si elles ont fini par le faire, mais on leur a donné les différentes plateformes, Invest Broker, non c'est ça, Investing Broker, je crois. Interactive Broker, pardon. Moi, j'utilise Interactive Broker, par exemple. Et je leur donne 2-3 pistes. Et puis voilà. C'est ça que... Parce que en fait, c'est aussi compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui, au moment de la crypto, et qui demandaient aux gens autour d'eux sur quoi je dois investir. Et puis ça envoyait des montants, des gros montants, et on ne savait pas du tout ce qui se passait. On connaissait pas du tout. On peut demander à prendre 100 personnes qui ont investi dans la crypto, et je parle pas de gens qui sont vraiment dedans encore aujourd'hui ou qui font ça régulièrement, mais des gens qui ont investi de façon irrégulière. Est-ce que vous êtes allé lire le projet de la crypto dans laquelle vous avez investi? Combien de personnes ont investi des cryptos? Ils savaient à peine le nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est réel, gros. Pendant le Covid, il y a des gens, ils ont investi dans des cryptos, ils savaient même pas le nom. Ils savaient, tu sais, juste le diminutif de 3 lettres là. Exact. Et il y avait des gros groupes Telegram là, envoyés tout là-dessus, et ça suivait, tu vois. Et ça, pour moi, ça, c'était ma peur quand je conseillais mes cousines, c'est qu'elles rentrent dans des schémas comme ça où tu as zéro maîtrise. Et en fait, si tu as de la chance,
Vraiment, si tu es touché par la chance, eh ben, tu fais un gros montant. Et tant mieux pour toi, tu vois. Mais la majorité des gens, ils n'ont pas fait des gros montants, tu vois. Pas du tout. Donc moi, je pense que c'est important de... Ouais, j'ai fait un travail sur le fait de... la crypto, c'est pas la seule option et c'est une option très risquée. Tu vois, les gens qui disent ah, c'est risqué la bourse, allez en crypto, les gars. Bien sûr. Parce que la crypto, ça peut monter de ouf, mais quand ça descend, mettez votre ceinture. Hein. Ah non, mais... Je sais pas si tu te rappelles, encore avec mon cousin, là, on en parle encore régulièrement. Tu sais, c'était mai 2022. Ouais. Quand ça a chuté. Mon ami, oh là là. ce moment-là, Le lunin. Oh là là. ça a chuté. Le Bitcoin a dû passer de 50 000 ou 49 000 à 19 000, je crois. Hein. Ça allait très très vite. Ouais. Et je scrollais et je voyais des gros montants disparaître. Ouais. Là, en fait, je me suis rendu compte que y a des choses sur lesquelles je ne m'étais pas assez informé. Je ne pouvais pas anticiper ce qui est arrivé là, pas du tout même, mais il faut pas seulement apprendre comment et dans quoi investir. Il faut pas seulement apprendre dans quoi investir. Il faut aussi apprendre comment investir. Exactement. Et comment, c'est l'aspect émotionnel. Vraiment, l'émotion va vous tuer. Mais c'est exactement ça. En fait, la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils commencent, tu vois, que ce soit du trading ou de l'investissement, eh ben, ils se découvrent. Ouais. Ça te fait sortir, mais quand je te dis toutes tes faces cachées, mais toutes tes faces cachées, comment tu réagis devant du stress ultime. Juste te poser la question, est-ce que je vends ou est-ce que je garde? Une question qui est simple, tu vois, qui est relativement simple, mais dans un état de stress pareil, mais je te jure. Et tu vois, nous, on bosse. La crypto, je te dis sincèrement, pour moi, c'est un outil de travail. C'est-à-dire que le Bitcoin aille à 1 million ou qu'il reste à 50 000, moi, je t'avoue, je m'en moque dans le sens où dans mon boulot, ce qui m'intéresse, c'est la volatilité, c'est le mouvement. Mais il faut savoir que dans le monde de la crypto, 90% des investisseurs perdent 90% de ce qu'ils ont dans les 90 jours. C'est la réalité de ce monde-là. C'est la règle des 90 ou quoi? Bah oui, c'est la 3 fois 90, c'est exactement ça. Et puis, ce que tu mentionnes, c'est avec ces cryptos qui meurent. Mais il faut être hyper conscient. Les projets de crypto, toi, tu peux créer une crypto maintenant avec ChatGPT, soyons clairs. Tu crées une narrative autour, OK, AI, fintech-based model. Tu crées juste une narrative qui pète, qui en jette. Tu mets 10 000 balles de branding, tu payes des gens dans la crypto, tu sais, pour donner à leur communauté. Ton coin, tu as mis 10 000 balles dedans, il va valoir 100 millions. Tout le monde et tes gars avec toi vont vendre sur les autres. C'est comme ça que ça marche. Et ça, malheureusement, c'est, je pense, tout le problème de cet univers. C'est pour ça que s'intéresser au marché, OK, si on s'intéresse aux actions, les actions, c'est pas de la crypto. Derrière, les IPO, le lancement des boîtes en bourse, il faut valoir 10 milliards quand même. Donc, il y a du boulot derrière. Les obligations, OK, derrière, c'est pas de la crypto. Tu comprends ce que je veux dire? Cette rationalisation, comme on discutait tout à l'heure, elle est hyper importante. Et quand tu rentres dans la crypto, c'est quoi ton rationnel? Il y a plus. Ça va exploser. C'est tout de moon, comme disent les autres. Il n'y a pas de rationnel d'investissement. Et tu l'as très bien expliqué. Les gens, je pense que peut-être 1% des gens qui investissent comprennent le white paper, tu vois, le projet crypto. Et ça revient à comprenez où vous mettez votre argent. Exact, Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc que je voulais aussi mentionner. Tu vois, là où tu as très bien... Franchement, ta réponse, je trouve qu'elle est belle. C'est que quand tu as conseillé tes cousins ou tes cousines, ton premier réflexe, et ce qui, à mon sens, prouve ta bonne gestion financière, c'est que tu as considéré ton foyer comme une entreprise. J'ai une entrée d'argent, c'est ton revenu, et j'ai des charges, et j'ai un net. Ça, c'est le bilan d'une entreprise, si on regarde. C'est vrai. Donc, tu fonctionnes en bilan. Combien je rentre, qu'est-ce que j'ai comme charge, et qu'est-ce qui me reste. Et tu sais, quand on parle aux gens d'investissement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais généralement, quand les gens ont des hausses de salaire, ils vivent mieux. Imaginons, tu as toujours la même entrée, je sais pas, tu rentres 5 000 balles, entre 5 et 6 000 balles, d'accord? Tu as eu une augmentation de 1 000 francs. Sur cette augmentation de 1 000 francs, on va changer le leasing. On passe plus de 500, on monte à 750, 800, 300 francs de plus. Ensuite, avec ça, je sais pas, je vais m'acheter peut-être une montre en leasing aussi. 200 francs de plus. Les 1 000 francs, il reste déjà 600 francs. Ces 600 francs-là, il y a 300 qu'on va prendre aux impôts. Le net clair de plus pour la vie, c'est 300 balles. Puis ces 300 balles, c'est très bien qu'avec un resto ou deux, c'est fini. Ça disparaît. La première chose pour pouvoir investir et s'intéresser à ça, c'est déjà de
faire en sorte de ne pas cramer son argent, Bah oui. malgré, tu vois, le salaire qui grandit. De l'argent en plus, c'est bon pour le garder, pas pour le jeter, tu vois. Ouais. Et c'est important que je précise ça aussi. Je sais pas si d'un coup la FINMA pourrait me tomber dessus, mais tout ce qu'on dit, c'est vraiment juste ce qu'on pense, Ouais. ce qu'on a vécu peut-être. On est ni des conseillers C'est ça. financiers à travers cet épisode. On donne juste ce que nous, on conseillerait à nos amis, à nos familles, etc. Mais on n'est pas du tout en train de vous vendre un produit ou quoi que ce soit. Alors, je tenais à le bon, préciser quand même. Si jamais, et c'est vrai que voilà, je pense que le premier pas, c'est ça qui va faire la réelle différence. Moi, je suis pas du tout dans le monde de la finance, mais c'est vrai que avec le Covid aussi, honnêtement, j'ai énormément cherché d'informations durant ce moment-là, etc. Même si j'ai commencé, attends, je suis un OG, moi. Premier investissement, et je te jure, 2008. 2008 2008. T'avais investi sur quoi? J'ai acheté un ETF. Enfin, j'avais pris dans un fonds de pension. Ah, t'es un sacré OG. Tu vois, T'es un sacré- OG, hein. À quel âge, du coup? À 18, j'avais 18 ans. Ouais, moi, je payais des poursuites CFF. Ouais. Mais c'est un gars. Et d'ailleurs, big up. Je pense que c'est lui qui a réveillé mon éducation financière. C'est un poteau qui m'a dit que son père, il travaillait dans le monde de la finance. Et c'est à l'époque de la crise des subprimes, etc., Ok, ouais. de 2008. Et quand ça a vraiment plus ou moins touché le fond, c'était peut-être en 2009, hein, en fait. Son daron lui a dit, voilà, t'as 18 ans ou 20 ans maintenant, je t'avais préparé un compte, mais voilà, moi je te propose que tu le laisses là, et puis on investit tout dans UBS. Ok. Et puis il a tout posé sur UBS, l'action, elle valait 8 francs, je crois. Et puis quelques mois après, elle était bien plus haut, quoi. Ouais. Et je sais pas où elle en est aujourd'hui, mais Non, alhamdoulilah. ouais, ça rentre. Mais du coup, je sais pas à quel moment il avait vendu, mais il m'avait dit qu'il avait vendu et ça lui avait payé. Enfin, il avait vendu une partie seulement. Ça lui avait payé un voyage, soit aux États-Unis, soit en Australie. Ok. Ah, Et du coup, quand j'ai entendu ça, j'ai dit quoi, mec? ouais. Il a rien fait. Enfin, si, il a pas rien fait. Il a pris un risque. Il a pris un risque. Mais pour moi, c'était comme genre, il a rien fait. Et là, tu vois, il faut aussi comprendre, en 2008, il n'y a pas toutes les informations. Donc, j'avais pris rendez-vous avec la banque. Mais juste, tu te rends compte le risque qu'il a pris? C'est smart. Ouais. C'est smart, mais je pense que son daron, mais tu mets tout ce qu'il a mis de côté depuis temps et tu achètes une action. Ouais. Tu te rends compte? Et on en vient à ma prochaine question. C'est une superbe transition. Il y a souvent, si d'un coup des gens commencent à se lancer, on entend souvent dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Est-ce que tu peux peut-être expliquer, parce que tu l'as déjà expliqué d'une manière au tout début en mettant peut-être son argent à différents endroits. Ouais. Est-ce que c'est un principe qui s'applique simplement aussi à nos investissements de manière générale? Alors, je pense que il y a deux choses. Ouais. C'est une expression qui est hyper importante. D'accord, je te donne. On part d'un exemple clair. Quand on parle de même panier, on ne dit pas nécessairement des actifs différents. Si je mets tous mes œufs dans la crypto, j'achète du Bitcoin, de l'Ether, etc., c'est de la crypto. Donc déjà, le panier, c'est vraiment dans des catégories d'actifs, tu vois, qui sont au moins différents ou qui évoluent sur des bases différentes. Tu comprends? Ouais. Donc, je pense que c'est hyper important parce que on enlève en fait à ça ce qu'on appelle le risque de corrélation. Tu vois ce que c'est? Explique-le, s'il te plaît. Très simplement, si, je sais pas, le Bitcoin et l'Ether, on sait qu'ils évoluent ensemble. Si le Bitcoin il monte, l'Ether va monter. Ouais. D'accord. Donc, quand ça va bien, quand tout se passe bien, on gagne beaucoup d'argent. Ouais. Mais quand tout se passe mal, les deux vont baisser. Ouais. En même temps, étant donné qu'ils sont corrélés ensemble. Donc, quand ça monte, on gagne 2 fois, mais quand ça descend, on perd... massivement aussi. Ouais, exact. Puis justement, en fait, le fait de jouer sur un peu cette décorrélation, ça fait, sur une période de 1 an, je sais pas, les 3 premiers mois, peut-être il y en aura un qui va monter, l'autre il sera un peu stable, ou peut-être il va baisser, mais ça va compenser les pertes. Mais au final, sur la longue durée,
ça se compense et puis en fait le portefeuille arrive en fait, à éviter ce qu'on appelle des drawdowns, des pertes massives comme on voit souvent en crypto. Ouais. Tu sais, ton portefeuille il monte et tout d'un coup tu perds 50-60%, ce qui n'est pas acceptable pour de l'argent qu'on place, tu vois, des économies. Donc c'est hyper important, on appelle ça la diversification du risque. Moi, ce que je fais aussi, je t'avoue, et ça c'est pour ma part, il y a un risque qui me fait hyper peur, moi, c'est le risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, c'est quand tu poses ton argent quelque part et ce quelque part disparaît. Ouais. Tu vois, comme les échanges de crypto, comme certaines banques ou certaines assurances même. Il y a énormément d'assurances qui font faillite chaque année en Suisse. Hein. Peut-être les gens ne le savent pas, mais essayer aussi de ne pas avoir tout son argent au même endroit, je pense que c'est hyper, hyper important parce qu'à nouveau, je ne suis pas pessimiste, je pense pas qu'il y aura Armageddon, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. C'est vrai. Tu vois, la Banque d'Angleterre, quand elle a fait faillite, elle a fait faillite. Ouais. Lehman a fait faillite. C'est un peu toutes ces choses-là que les gens doivent aussi avoir en tête. Un petit Revolut, tu vois, pour le cash, mais ensuite, le reste, le garder au moins en sûreté. C'est parfait que tu mentionnes Revolut. Qu'est-ce que tu penses de ces, juste comme ça, entre toi et moi, de ces plateformes comme ça, comme Revolut, qui te permettent d'investir directement? Je crois qu'il y a bon, c'est pas vraiment comparable, mais il y a You aussi, YUH. Alors ça, je connais moins. Revolut. Ouais. Alors, tu veux la version... Quelle version? La version full trash ou la version équilibrée? Non, full trash. Full trash, alors Revolut... je pense que la seule utilité de Revolut, c'est d'avoir un moyen de paiement facilité. Ouais. Il ne faut jamais utiliser ça pour investir. Non, mais hors de question, je veux dire. Sur chaque achat-vente que vous faites, que ce soit en crypto et autres, vous avez vu les frais que vous payez? Ils sont jusqu'à 50-100 fois plus chers que sur des échanges, alors que c'est le même principe. Tu vois, je veux dire, tu trouves un endroit autre que Revolut, tu vois, un broker comme IB ou autre, pour acheter-vendre, tu dois juste acheter-vendre. Ouais. C'est pas plus difficile. Revolut, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une néobanque. Une néobanque, elle n'a pas de siège ou de comptoir comme la BCGE ou je sais pas. Tout est fait en automatisant ce qu'on appelle des cash flows sur le bilan. Okay. D'accord. Eux, c'est la premier type qu'on a vu. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain. C'est vrai. Le seul truc qui est cool avec Revolut, c'est justement l'accès qui est facilité au travers de l'application. Je veux dire, tous les autres, Swissquote, on a même ils ont tous les applications. Ouais. Et l'autre chose, en fait, c'est qu'à mon sens, tu sais, quand tu payes autant de fees, les fees pour la personne qui te provide le service, c'est son gain et le premium sur le risque qu'ils ont. Donc, si c'est aussi gros, est-ce qu'ils se prennent beaucoup de marge sur le gain net, ou est-ce que sur le risque? Parce que eux, s'ils te donnent de la crypto, ils doivent aller la chercher de l'autre côté. Ouais. Et là-dessus, généralement, pour moi, c'est un peu des alertes rouges, tu vois. Ouais. C'est vraiment très nouveau, c'est très bien pour des petits montants vacances, tu vois. Mais mettre ses avoirs là-dessus, s'il vous plaît, évitez à tout prix. Désolé pour ceux qui ont Revolut et qui ont mais l'argent. je crois on est beaucoup à avoir Revolut aujourd'hui. Même moi, j'utilise, mais honnêtement, j'utilise exactement l'option vacances. Exact. Et c'est tout, en fait. Franchement, leur application, elle est stylée pour voir ses dépenses, tu vois. Tu vois chaque jour combien tu as dépensé, etc. Pour ça, c'est fat. Mais gardez-la pour ça, parce que pour le moment, en tout cas, elle est encore en construction en soi. Elle est très, très jeune. Ça va sûrement être ma dernière question, parce qu'on a parlé de pas mal de choses et donné quelques pistes déjà. Et d'ailleurs, si vous avez des questions qui vous viennent pendant l'écoute, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire sur le post qu'il y aura, soit évidemment vous pouvez m'envoyer un DM, etc. et je ferai en sorte de les traiter. Mais ma dernière question, et elle est vraiment importante, je pense, surtout quand on réfléchit au monde desquels on vient. Et aujourd'hui, vraiment, on n'a vraiment pas parlé de gros investissements, on n'a pas parlé d'achat d'appartements, etc. C'est encore un autre domaine. Mais moi, je voulais te poser la question, comment, pour toi, les petits budgets peuvent-ils trouver un équilibre entre économie et investissement? Ouais, ça c'est... Alors là, c'est vraiment tu vois, une très, 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 très grosse question. Ouais. Parce que, je t'avoue, déjà en Suisse, on a une chance. On a une chance, c'est le deuxième pilier.
Ouais. D'accord. Donc même si on a un petit budget, on sait qu'on met un peu d'argent de côté, tu vois, pour espérer au moins acheter un bien plus tard. Donc ça, c'est une chance. Maintenant, je vais être très honnête. Petit budget, la priorité, c'est de faire vivre la famille, c'est de faire vivre soi. Mais surtout, je pense que c'est de trouver exactement les habitudes qui font qu'on va réussir à gérer cet argent. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est quand même une situation que mes parents ils ont vécu en venant en Suisse. Il faut savoir que nous, on est arrivés en Suisse, donc il y a mon grand frère et moi. Ma mère, médecin, mais non reconnue en Suisse, donc il fallait tout refaire à zéro. Puis mon père, il avait un salaire de exactement 1300 francs. Donc, voilà, mes parents ont fait leur chemin. Nous, on n'a pas senti cette misère. Je te dis très, très honnêtement, j'ai pas senti de souffrance ou quoi que ce soit. On avait la Nintendo 64 de la ludothèque, etc. Mais il y a une belle phrase qu'une fois ma mère, elle m'a dit. Elle me dit, ça sert à rien que je me presse à acheter quelque chose si je ne peux pas. Et honnêtement, en 10 ans, 12 ans, mes parents, en évoluant comme ça, tu sais, en faisant attention aux finances, c'est une période qui, je pense, a été très compliquée. Mais voilà, on a eu la chance de ne pas trop la sentir. 5 ans, 6 ans, on commence à avoir un petit peu plus d'argent de côté. Le salaire augmente et on sort de cette zone d'inconfort petit à petit. C'est hyper dur. C'est hyper dur, je pense, en termes de stress, mais il faut avoir la volonté et automatiquement, dès que le confort est arrivé à un niveau, dès qu'on est arrivé, je pense, à un cash flow qui fait qu'on est confortable, vraiment penser à mettre cet argent de côté dès lors. Mais pour les petits budgets, la seule chose, s'il vous plaît, je pense qu'il ne faut pas faire, c'est de foncer sur des investissements extrêmes, massifs, qui vont potentiellement plus vous détruire qu'autre chose. Ouais, je pense que c'est très très juste. Je pense que le plus important, c'est de maîtriser en fait les entrées et les sorties. Totalement. Si on a un petit budget, vraiment de se concentrer là-dessus et de voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Et ensuite, plus tard, peut-être réfléchir à l'investissement. Et moi, je ne suis pas hyper d'accord avec la phrase qui dit investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Non. Parce que c'est archi faux. Alors peut-être qu'en crypto, oui, mais vraiment avec les fonds de placement qu'on a déjà mentionné quelques fois, etc. Je pense que c'est un moyen juste différent. Enfin, c'est un autre endroit où mettre son argent et vous pouvez choisir en fait votre fonds et vous pouvez choisir votre risque et le type d'investissement. Donc voilà, mais le plus important, c'est de vivre, mais de maîtriser ce qui rentre et ce qui sort. Exact. Et ensuite, surtout ce qui sort en soi. Ouais, surtout ce qui sort. Franchement, c'est maîtriser ce qui sort. Maîtriser ce qui sort. Tu sais, je pense que c'est la... Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je pense que c'est la clé. Ouais, je te dis sincèrement, je te dis honnêtement, si tu veux même des chiffres, tu sais combien je me garde sur mon compte par mois? 800 balles. Ouais. 800 balles. Tu vois, j'ai ma femme, mes enfants. Même si mon salaire, voilà, j'ai pas un salaire énorme, mais j'ai un salaire un peu mieux que la moyenne, je garde 800 balles. Et à chaque fois que ça augmente, 800 balles. Pourquoi? Parce que, je te donne un exemple, mec. Imagine, je mets 100 balles par mois sur le compte de mes enfants. Ouais. Chaque année, c'est 1200 balles. Eux, ils arriveront à 18 ans, ils auront chacun quand même un petit peu d'argent. Mais tu vois, ces petites choses, ces petits investissements qui sont de 100 balles, 200 balles sur le compte, qui sont bien sûr investis, je pense que tu l'as compris, ça fait qu'au bout de 5, 10, 15, 20 ans, ça donne un montant. Ça donne un montant. Et bien sûr. C'est un peu l'impatience peut-être, je sais pas. Ouais. Et surtout, parlez-en, pour ceux qui ont des enfants, parlez-en à vos enfants. Parce que ça, c'est des choses vraiment qui doivent se transmettre. Surtout nous qui sommes fils d'immigrés, évidemment. Il y avait d'autres priorités avant, mais c'est important de transmettre ces valeurs parce qu'en vrai, si j'avais, je sais pas, eu cette idée, alors j'ai investi tôt, mais après j'avais laissé ça sur le côté. Mais si on m'avait vraiment sensibilisé à ça depuis gamin. Imagine, à 18 ans. Ouais, non, mais à 18 ans, en fait, t'es prêt. On attendait, t'étais dans les starting blocks. Donc, c'est complètement faux. Il y a une petite éducation financière, un petit truc à faire si on a des enfants. En tout cas, que moi je trouve vraiment pas mal, c'est peut-être à la place de mettre de l'argent, acheter par exemple chaque année une petite plaquette de 28 grammes d'or. Tu la mets au safe. Le safe, je crois, ça coûte entre 30 et 50 francs par an. Qu'est-ce qui va se passer? Ce petit bout d'or que toi t'achètes, tu sais, à des prix différents chaque année,
va faire que potentiellement, dans 20 ans, tu vois, on aurait eu des crises. L'or, il sera à un niveau mais énorme. Mais quand ton enfant ira chercher ça, ben, il va aller chercher cette petite pièce et pour transformer ça en argent, il devra la vendre à la banque. Ouais. Et imagine la puissance. Tu as une petite pièce de 28 grammes, tu la donnes à la banque, on te donne 1800 balles ou 2000 balles, je sais pas. Mais t'imagines le... Ah, ben ce machin-là, il vaut de l'argent. Ouais, c'est vrai que ça crée une conscience. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et l'autre chose que ça crée, c'est... vous pouvez mettre des clauses où il ne peut pas tout retirer d'un coup. Ouais. Alors que si on met un compte, un compte, tu vois, tu dis... Voilà. Ouais. Le gars, il peut te cramer au cœur. Bien sûr, ouais. Mais c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui d'ailleurs plus dans nos cultures. Ouais. On va pas se mentir, tu vois, on sent souvent de l'or, toutes les, un peu ces cultures-là. Et au final, la préserver avec un petit coût financier, ça peut être très Mais bien. transmettez votre savoir autour de vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient le faire mais qui se sentent pas à l'aise et puis qui ont juste peur, alors que au final, en faisant rien, en fait, le risque il est là aussi. Donc, il est exactement là. C'est fou à dire, hein. Mais c'est exactement là. Hamza, je crois qu'on va s'arrêter là. Mais en tout cas, merci infiniment pour cet échange, pour avoir transmis plein de petits tips, etc. Et comme j'ai déjà dit, les gens, envoyez vos questions si jamais d'un coup. Alors, je vous dis pas qu'on va faire des vidéo calls. Je vais revenir Hamza pour un vidéo call, mais juste si vous avez des petites questions, je peux voir avec lui pour que ce soit répondu. Avec plaisir, même s'il y en a qui veulent discuter au téléphone, qui veulent avoir un peu plus l'envers du décor, avec grand plaisir. Magnifique. Eh ben, merci encore une fois. C'est à toi, mon pote. Attends, avant que tu partes quand même. Alors, ça, tu peux pas l'investir, mon frérot. La volonté du dé, un sel pimenté, tu connais. Ça va y aller. Et comme d'habitude. Merci, mon frère. Avec plaisir. Et LVDD, donc, qui est le partenaire, lvdd.ch, si vous voulez voir tous les autres produits épicés, les pâtes pimentées, les huiles pimentées, les sels pimentés, les différentes épices et le poivre. Et vous pouvez aussi le retrouver dans tous les magasins Manor en Suisse romande, donc magnifique. Lausanne, Genève, Neuchâtel, Yverdon, etc. Ouais, donc là, t'es bien, là. Ah, là, je suis bien. T'es bien. Voilà. Merci à toi, mon frère. Avec grand plaisir. Et pour toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à faire votre retour. Vous pouvez utiliser la section sondage sur Spotify. Vous pouvez aussi utiliser les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, Deezer également. Et toujours, comme d'hab, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram. Hamza, merci. Big up à toi. On s'attrape. Ciao l'équipe. Ciao. Dedicated Podcast.